Je suis Morgane, entrepreneur aux multiples facettes et je viens du monde artistique. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne les personnes à remettre plus de jeu que d'enjeu dans leur prise de parole. Dans ce podcast, on va parler de communication, de pitch, mais aussi d'éloquence, de voix, d'intention et de visibilité. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Voix de ta visibilité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu le portrait de la personne qui est derrière la caméra d'habitude, c'est Benjamin. Donc Benjamin, déjà merci de te prêter au jeu de cette interview. Tu m'as interviewé au tout début du podcast, au lancement en mars. Donc là, aujourd'hui, on va te découvrir un petit peu plus. Et avant de commencer cette interview, j'avais envie que tu te présentes en quelques mots pour les personnes qui nous regardent. Bien, merci de m'accueillir sur le podcast. Quand tu m'as proposé, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté. Moi, en fait, j'ai 3 mots qui me définissent. Je suis artiste, entrepreneur et activiste, avec un H au début, activiste. Et c'est-à-dire que quand j'alimente ces 3 zones de ma personnalité dans une semaine type, dans un mois type, en fait, je suis heureux, je rayonne, il y a de l'énergie qui circule. Et dès que j'oublie une de ces composantes, je vais moins bien, je vois un peu du noir, etc. Donc ça, c'est au fur et à mesure de la vie que j'ai appris à me connaître de cette manière-là. Ça évoluera peut-être plus tard, mais en tout cas maintenant, c'est comme ça que je me présente. Et très prosaïquement, dans ma facette entrepreneur et aussi artiste et aussi activiste, je crée des vidéos pour les entreprises et les institutions en mettant en avant l'authenticité, c'est-à-dire de faire ressortir les véritables émotions avec les vrais mots des gens, leur vrai vécu, que ce soit dans un contexte typique d'entreprise et aussi de témoignages plus larges de ce que peut leur apporter tel produit, tel service, telle association. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec les gens. Et je pense que ça, c'est important de souligner cette partie-là, parce que souvent, on peut avoir des idées un peu reçues sur un réalisateur, la vidéo en entreprise. Pour tout le monde, ça peut être assez vite étiqueté, on va dire. Et en même temps, tu as quand même une manière de travailler avec l'humain. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu comment tu en es arrivé là, d'en mettre en lumière l'autre en fait? En fait, c'est ce que j'aime. Ouais. Moi, j'aime la rencontre. Ouais. Je pense que la rencontre n'est possible que si on est authentiquement connecté. Donc, si je te dis des vraies choses sur moi et si tu me dis des vraies choses sur toi. Ce que j'appelle vraies choses, c'est à la fois de l'intime, mais c'est aussi de la badinerie. Mais en tout cas, d'être juste dans l'instant présent et de ne pas chercher à me renvoyer une image qui est peut-être que tu jugerais ou que je jugerais meilleure, mais qui ne serait pas la vraie vérité du moment. Et ça ne veut pas dire qu'on parle que de choses qui ne vont pas, je suis aussi dans le positif. Ouais. Et en tout cas, moi je pense que le monde d'aujourd'hui manque de l'authenticité. C'est-à-dire que tout le monde endosse des masques de partout, avec les réseaux sociaux, etc. Et que en fait, tout le monde se perd, même soi-même, dans qui je suis, ce que j'aime, etc. Moi, ça ne me va pas, puisque j'estime que sinon, si c'est ça qui se passe, on perd notre temps, en fait. Puisque dans ce cas-là, je vais avoir des images qui vont être nourries et même ma représentation du monde tel qu'il est va être faussée, en fait. Et donc, alors que quand je suis connecté et que j'échange des vraies informations et que donc j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de te dire quelque chose, j'ai le droit de me rendre compte peut-être 2 jours plus tard que je t'ai pas dit vraiment la vérité ou alors que c'est plus la vraie vérité et du coup je te reparle de ce sujet-là pour ajuster en permanence, moi c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait vibrer et j'estime que l'un des axes du bonheur, c'est d'être aimé à sa juste valeur et aimé pour ce qu'on est vraiment. Et donc si moi je t'ai pas donné qui je suis vraiment, c'est ma faute en fait, si tu n'as pas fait la rencontre avec moi. Tu vois. Donc moi c'est ce que je cherche à provoquer dans mes rencontres, au rythme de moi-même et au rythme des personnes avec qui je rencontre. Il n'y a pas d'obligation non plus. Mais soit on sait qu'on est en train de se parler purement business prosaïque et j'ai pas forcément besoin d'aller vers la profondeur sur le moment, mais après il y a mon naturel qui revient et évidemment qu'on va se parler assez vite de ce que les gens appellent le perso, que moi j'appelle juste une facette de la vie et qu'en fait notre perso alimente notre pro et vice versa et que c'est la séparation même elle est très artificielle de ces 2 environnements et moi je la fais pas. Et donc, c'est aussi ce que je fais avec mes clients, où en fait, je leur dis, les gars, ils viennent, donc de toute façon, ils sont convaincus par ça, mais les gars, les filles, on va pas faire de script, on va pas établir les phrases toutes faites qu'on va faire dire aux gens, on va aller chercher à se dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire à nos spectateurs, qu'est-ce qu'on veut leur faire ressentir,
et vous mettez des personnes qui incarnent ça et qui sont déjà OK avec ces messages-là, et moi je vais leur faire une interview, des interviews, on va illustrer avec des belles images, et on va faire passer un message de vérité, authentique, qui va directement faire mouche, puisque ça va faire miroir avec ceux qui regardent, quoi. Et ça, c'est beau, en fait. Donc je suis à l'antipode de la fiction, même si je peux en faire un peu, et que c'est marrant aussi, mais dans ce que je vends, non, c'est pas de la fiction. C'est la vraie vie qui vient. Du coup, avec des paillettes quand même. du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que le mot authenticité, il est un peu galvaudé aujourd'hui, il est un peu utilisé par tous les marketeurs, on va dire, par toutes les stratégies voilà, de marketing, de communication. Et aujourd'hui, on a même l'impression, si on est entrepreneur, qu'on veut développer notre activité, qu'on veut être justement dans quelque chose qui nous ressemble, exprimer notre singularité, finalement, on est un peu noyé dans toute cette dimension, comme tu l'as dit, communication, surcommunication. Et finalement, cette authenticité, elle n'est pas forcément facile à délivrer, surtout avec l'exercice, qui est l'exercice de parler devant une caméra ou de s'exprimer. Est-ce que toi, tu disais tout à l'heure que finalement, tu disais, bon, les gars, on ne va pas faire de script. Mais comment ça se passe finalement? Parce qu'il y a des personnes, j'imagine, pour qui c'est compliqué de se livrer devant la caméra, sans rien préparer. Alors ça leur fait toujours bizarre, parce Ouais. qu'en fait une question que j'ai 80% du temps, est-ce qu'on va recevoir les questions à l'avance? En fait non, vous n'allez jamais recevoir les questions à l'avance, parce que sinon, on est dans une nation, la France, il faut quand même prendre conscience. Pour que les gens s'auto-valident dans leur tête comme ayant travaillé et ayant préparé, il faut qu'ils passent par l'écrit. On a tout fait à l'école à l'écrit. Ce qui est valorisé, c'est l'écrit. Alors c'est en train de changer un petit peu là, les dernières années, mais nos générations, c'était l'écrit, quoi. Ouais. Et donc, pour eux, ils ne se posent même pas la question. C'est il faut que je prépare. Alors, quelle réponse, quelle question? Ah, tiens, je vais sortir tel truc super intéressant, alors je vais le marquer. Sauf que les gens ne sont pas acteurs non plus. Donc, dire un texte qui est écrit à l'oral, ça ne marche pas en fait. Puisque ils vont buter sur des mots, la virgule ne sera jamais au bon endroit, ils vont être figés un peu comme ça. Donc, ça ne passera pas en termes d'émotion. Ouais. Et donc, nos spectateurs, ça ne va rien lui faire, quoi. Et donc, en fait, oui, ça requiert de la confiance quand on travaille avec moi, de se dire, en fait, c'est son métier. Ouais, c'est mon métier en fait. Mon métier, c'est de créer la bulle de confiance pendant l'interview où les gens oublient la caméra et on se parle, comme là on est en train de se parler en fait. Et il se passe ce qui se passe. Et quoi qu'il se passe, vu qu'on a le temps, où ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend des cas, je peux être assez rapide, ça dépend des cas. En fait, derrière, on va faire que 2 minutes. Le rendu final, voire même moins en fait. Et en fait, évidemment, je vais prendre le meilleur, le plus impactant, le plus punchy. Et c'est un jeu de travailler ensemble, d'où la confiance, de la co-construction. Donc, à moins que la personne soit totalement bloquée, et ça a dû m'arriver 2 fois en 15 ans, c'est très très rare. Elles ne sont pas toutes à l'aise dès le début, mais en tout cas, j'ai la façon de faire qui fait que je les mets à l'aise, qu'on se parle et que selon les personnes entre de 1 minute, les 5 premières minutes de l'interview, on sait encore qu'on est en interview. Et en fait, ensuite, par le jeu des regards, par les questions, par je vais te chercher, je t'emmène ailleurs, et à un moment donné, j'arrive là où moi je voulais, et donc je fais en sorte de créer les conditions, le terrain de jeu en fait, pour que l'authenticité s'exprime avec les bons mots, la bonne émotion, et qu'en fait ce qui sort de la bouche soit congruent en fait avec ce que le corps envoie, parce que c'est filmé quand même. Oui. Et même quand c'est pas filmé, on le sait très bien, un sourire au téléphone, ça passe. Ouais. Et c'est exactement la même chose. Et je pense que j'ai pas encore réussi à ce que tout le monde comprenne que ça c'est possible. Mais par contre, la plupart des gens qui regardent les travaux que j'ai faits pour d'autres, eh bien, ils peuvent avoir la certitude que pour eux, ça va être pareil en fait. Parce que c'est mon métier, moi, de faire ça. Et j'ai rarement eu d'échec. Alors, je ne dis pas que les personnes qui sortent d'interview sont hyper contentes quand elles sont sorties de l'interview, c'est pas ce que je dis. Ouais. Moi, je dis que le résultat qu'on fait ensuite, elles, dans le pire des cas, elles trouvent ça cool, ça va. Par contre, leur entourage, etc., va leur dire ouais, t'es assuré. Et elles ont assuré. Mais elles ont assuré, moi j'ai assuré, et en montage, l'équipe a assuré. Donc on a assuré. Ouais. On aime faire ça, moi j'aime faire ça. Alors, du coup, comment t'en es arrivé? Parce que, bien entendu, il y a certainement l'appétence pour la vidéo, etc., qui est née au démarrage, mais comment t'en es arrivé à ça, en fait? Tu viens d'où, toi? Alors, ça fait un certain nombre d'années où je suis conscient de ça. C'est pas un hasard si tout à l'heure je fustigeais un peu l'écrit. Ouais. Moi, je ne sais pas écrire graphiquement. C'est-à-dire que j'ai passé mes examens, bac, BTS avec un PC. On me donnait un tiers-temps, même si j'en avais pas besoin. Heureusement que j'ai eu un PC qui arrivait dans ma vie vers mes 12 ans. J'étais en 6e. Parce que là, j'ai compris qu'en fait, j'allais pouvoir à la fois, avec de la pratique, taper aussi vite que je pense. Il y avait ça aussi dans
mon impossibilité d'écrire, c'est que j'arrivais pas à écrire aussi vite que je pensais. Mm. Et en fait, comme j'ai bien vite vu que toute ma scolarité, on m'a dit copie lisible, etc. Donc on me mettait des notes de merde. Alors en fait, le fond était là, sauf que je comprends qu'ils ne pouvaient pas le lire. Mais moi, j'avais le fond. Et je pense que du coup, j'ai inconsciemment surinvesti l'oral. Et en fait, ma zone d'expression et ma zone de talent, c'est tout ce qui est autour de l'oral, que je mets en image aussi, puisque c'est mon vecteur d'expression, quoi. Et historiquement, j'ai commencé dans mes moyens d'expression, à créer des web radios, etc., à animer des émissions, à donner la parole à d'autres. Donc j'avais déjà ce côté… je pense que je suis aussi un être qui, par mon vécu un peu plus renfermé, j'ai envie de dire, j'ai un vécu familial compliqué où il n'y avait pas trop la place à l'être, à s'exprimer en tant qu'être et à être entendu et à être respecté. Donc je pense qu'au début, j'ai été chercher chez d'autres en les interrogeant, c'était quoi leur vie, qu'est-ce qu'ils vivaient eux. Enfin, il y avait un côté exploratoire de ça. Que ensuite, par l'alchimie de la vie, à un moment j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une caméra. Moi je sais que depuis très jeune, le cinéma me faisait rêver, la vidéo me faisait rêver, mais c'était rendu impossible. Par contre, dès que j'ai eu les moyens, j'ai acheté une caméra. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des documentaires. Et donc j'ai fait mes premiers documentaires qui m'ont servi d'école en fait. Et mes documentaires, c'était des interviews. J'ai un 82 minutes où j'ai interrogé 40 personnes entre la France, la Belgique, l'Angleterre. Toujours dans le fond des choses, avec des longues interviews pour avoir le temps de se dire les choses, même si à la fin, on prend évidemment que les quelques morceaux qui font sens avec ce que les autres ont dit. Et c'est ce côté patchwork, des multiples miroirs des gens qui donnent en fait une sorte de vérité du moment, du sujet qu'on est en train de traiter, quoi. Et ça, moi, ça me passionne, c'est sûr. Et je reçois autant que les gens me donnent. Et je pense que par posture, j'autorise les gens à être eux-mêmes parce que j'aimais le moins de jugement possible. Je pense que 0 n'est pas possible, mais j'aimais vraiment… Vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que toi tu sens, dis-moi ce que tu vis. Et vas-y, dans tous les cas c'est intéressant, ça m'intéresse, on va aller creuser. Parce que si toi tu me le dis authentiquement, il y a une part de vérité dans ce que tu es en train de me dire. Donc qui je serais pour dire que ça n'a pas de sens, quoi. Allez, dis-moi, on y va. Donc il y a une forme de simplicité à être soi-même devant la caméra. Alors oui, je pense que les gens… mais je crois que ça se… Intuitivement, ils le savent. Ils sont beaux quand ils sont eux-mêmes, en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter des tonnes de… quand ils sont simples, quand ils disent des vérités, qui sont habitées de ces vérités-là, et qui sont détendus, parce qu'il y a quand même ce travail-là d'oublier la caméra, on va pas se mentir. Quand ils sont détendus, qu'ils disent, et qu'ils vont même se surprendre à dire des choses qu'ils n'ont peut-être pas forcément trop dit déjà, là ils sont beaux en fait. Il n'y a rien à forcer, ils sont beaux. Alors oui, le cadre, un peu comme on est aujourd'hui, ça rajoute, du bon son, ça rajoute, mais ça c'est mon métier. Mais par exemple, le moment, c'est le moment où ça se passe, et ce qu'ils me disent, là, moi de toute façon, c'est un métier de sensible, moi je suis sensible. Donc, quand je fais l'interview et que je ressens un petit peu les poils, etc., je dis ok, là, ça y est, on y est. Donc on garde ça, c'est une sorte de flow qui se crée. Et puis après, quand c'est le montage, petite musique qui va bien, machin, et puis je pense que n'importe qui a sa propre vérité à dire. Et tant que c'est fait avec la bonne posture, la bonne intention, qui est simplement le partage en fait, ça fonctionne. Alors je reprends tes mots, Benjamin, c'est ça la recette, Benjamin Tardy, Vidéoflex? Ça serait quoi la recette? Je pense que la recette, c'est créer la confiance. Savoir que quand je suis en interview ou dans une production plus large pour une entreprise, une institution, le meilleur ingrédient, c'est la co-création et la confiance. C'est-à-dire, ok, on se met d'accord sur le socle. Qu'est-ce qu'on veut dire pour faire quoi à ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir? C'est tout. Et ensuite, tu me laisses gérer. Et à chaque fois qu'on m'a laissé gérer, ça donne des pépites en fait. Et donc, par contre, je suis assez, et je le dis souvent dans un premier rendez-vous avec un client, un prospect, je dis on va pas se lancer dans un gros projet comme ça là. On va d'abord faire un mini projet ensemble, parce que même celui-là, c'est sympa, on se parle et tout, et ça a l'air bien. Il n'y a que dans le dur où on va faire les trucs, où vous allez voir que ça assure, moi je vais voir que vous assurez aussi. Parce que souvent, il y a des clients qui, à l'insu de leur plein gré, une fois que c'est parti, mine de rien, ils changent. Où on découvre qu'il y a un N+1, un N+2, des gens qui n'ont rien à voir avec la soupe et qui viennent mettre leur grain de sel. Et quand ça part comme ça, c'est rarement bien en fait.
Donc autant dès le début, parlons, moi j'aime bien parler forcément avec les dirigeants en fait. Ouais. Parce que dès le début, on se met sur les valeurs, sur la raison d'être, sur le méta en fait. Ouais. Et si on est d'accord sur le méta, mais tout ce qu'on va faire derrière, ça sera réussi en fait. Ouais. Et du coup, ça me permettra moi d'aller à ma vitesse, parce que c'est ça aussi, il y a le côté intensité, vitesse. Et pourquoi je ne veux pas faire des scripts? Parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'une réunion d'1 h 30 où on va aller régler à la virgule près dans un tableau Excel. Ah ben on va dire ceci, là, cela et machin. Ouais. Mais attendez, parce que le réel, il a peut-être changé. Si on tourne dans 3 semaines, ça va encore changer. Alors qu'en fait, c'est ce que je dis aussi, je m'interromps, mais c'est ce que je dis quand on me dit ah, est-ce qu'on doit ranger, est-ce qu'on doit. Je dis attendez, quand je vais tourner votre entreprise, si vous ressentez le besoin de changer quelque chose d'apparence, et que vos clients, eux, d'habitude, ils sont dans cet environnement-là, Oui. c'est que vous avez un souci global. Ouais. Mais moi, je vais montrer le réel. Ouais. Et le réel, il est déjà bien. Ou alors, vous avez un vrai sujet. Ouais. Mais on me dit, ah, faut que je débarrasse mon bureau et tout. Je dis, bon, ouais, t'enlèves 2-3 trucs, mais je change rien. Parce qu'en fait, chaque objet qui est là, il n'est pas là par hasard, même s'il est un peu en bordel. C'est un univers, c'est une ambiance, ça parle, en fait. Même s'il n'y a pas d'audio, ça parle. Et bah, moi, c'est ça qui m'aide à créer des ambiances. Et que, faut pas se mentir aussi. Je pense que une partie du monde va mal et l'être humain va mal parce qu'il regarde trop les apparences en fait. Et on pense que ça dit tout, mais largement pas. Il y a vraiment beaucoup de choses inconscientes qui se passent. Et en fait, eh ben, c'est un petit ciment de sourcil, c'est un objet, c'est la petite hésitation, la petite virgule qui va se passer à un moment, qui fait qu'on passe de quelque chose qui est plat à quelque chose où on ressent quelque chose. On ressent une émotion et on devient connecté avec la personne. Alors évidemment, dans la moitié des cas dans le métier, bah, c'est à des intentions, on va dire, commerciales, de je te montre un client qui est comme toi, prospect, dont par témoignage tu te dis ah mais si lui il avait tel problème qui a été résolu comme ça et qui me dit qu'il est content de ces gens-là, bah, moi aussi. Voilà. Et puis il y a un gros pan de mon travail aussi qui est dans le domaine associatif, qui est pour des causes qui moi m'animent, où c'est encore plus vital bah, de surtout rien toucher, puisque ça marche. Moi, je suis juste là pour capturer le réel, en fait. Et oui, et en fait, en posant ma caméra, en posant mes questions, et en prenant les images qui vont bien pour illustrer ce qui est dit, ça suffit, en fait. Et il y a quelque chose qui me vient là, c'est un jour, j'étais chez quelqu'un qui m'hébergeait en Italie, et il nous faisait à manger, quoi. Et il nous disait, ce qui est beau dans la cuisine italienne, c'est que quand tu as des bons ingrédients, tu n'as besoin de rien rajouter, quoi. Il n'y a pas l'espèce de sauce dégueulasse là, qui va masquer la viande ou quoi que ce soit. C'est déjà bon de base. Donc tu combines des choses simples, et en fait, ça devient quelque chose de pur. Et ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'en fait, si je résume, toi, tu viens juste avec ta caméra. Il n'y a pas les spots, le mec qui fait l'action. Non, mais c'est l'image aussi. Mais je pense aux personnes qui peuvent nous regarder, qui hésitent peut-être à se filmer parce que justement, peur de la caméra, d'oublier la caméra, cinéma, cliché qu'on peut avoir. Voilà, du gars qui est assis sur son siège avec marqué en tout. Enfin, voilà, tu vois, c'est aussi ça. Bien sûr. Donc, toi, tu viens avec ta caméra. Tu es là, tu es avec nous, tu es au milieu de nous. Je t'ai vu filmer un événement d'entreprise, enfin de réseautage. Tu étais sur scène parmi les gens, en coulisses. Donc ça, c'est quand même aussi important de le préciser. C'est-à-dire que pour capturer la vérité, eh ben, il faut être au cœur de la vérité. En fait, tu as le moins de matériel possible dans ma vision. C'est-à-dire que plus tu mets du matériel, plus ça devient quelque chose de grand et on emmène la personne et les personnes dans ailleurs. Mais ça n'a pas de sens de les emmener dans ailleurs, puisqu'on veut faire vivre le ici et maintenant. Et inconsciemment, il va se passer ça, parce que ne serait-ce que plus je mets de caméras, plus je mets de trépieds, plus je mets de spots, plus je mets de micros, plus je mets de gens aussi, hein. Je ne suis pas 12 000, hein, je suis tout seul, ou 2 max, et bien plus je vais avoir de temps de montage, d'installation en fait. Et en fait, je sais que pendant ce temps-là, la personne que j'interviewe, si elle est dans le coin, idéalement, hein, il a sa petite voix dans sa tête, et ça commence à monter, et en fait, si je mets 20 minutes, une demi-heure à m'installer, eh ben, elle est déjà plus elle-même en fait. Alors que idéalement, je m'installe, 4 minutes après, on tourne, et c'est parti, c'est maintenant. Et j'ai aussi cette faculté, alors ça m'a surpris, parce que moi je suis plutôt grand, je suis 1m92, et j'ai eu assez tôt, il y a peut-être 5-6 ans, des échos de mes clients qui me disaient mais c'est dingue, parce que dans les événements, on ne te voit pas, on t'oublie, on ne te voit pas. Et je pense que j'ai un côté, je sais me faire oublier, quoi. Même si je suis sur scène, je pense que si on me connaît, on sait qu'il est celui-là, mais je pense être assez discret. Alors idéalement, je suis plutôt en sombre, même si là je suis pas en sombre, toi.
Et je pense que ça marche parce que, en fait, je suis tellement. J'ai fait un parcours sur moi aussi. Et quand c'est mon tour de briller, je sais briller. Quand c'est pas mon tour de briller et que je veux capter des gens qui brillent, c'est priorité à ces gens-là, en fait. Et dans le côté événementiel, c'est encore plus présent. C'est ce que tu t'abordais. C'est que, en fait, moi, j'estime qu'une bonne vidéo d'événement, si tu étais là, ça doit te raviver tes souvenirs et ça doit te les sublimer, ça c'est sûr. Et si tu n'étais pas là, eh ben, par mes jeux de cadre, de mouvement, de changement de position, etc., je dois te faire vivre comme si tu étais là. Et j'essaye en 3 minutes souvent de faire ça. Alors il y a le côté image, il y a les interviews qui rajoutent, donc il y a de la forme, il y a du fond, petit drone un petit peu, et puis c'est parti quoi. Et là quand même une spécificité, c'est que souvent c'est livré très vite. Pour les événements, pour moi c'est les seules vidéos qui méritent d'être livrées dans la nuit ou très vite, c'est les vidéos d'événements. Pour une raison assez simple, c'est que ce qui va faire la viralité d'un contenu sur les réseaux sociaux, d'un événement, c'est les gens qui étaient à cet événement qui vont revivre très vite l'événement. Donc la veille, si on publie le lendemain, c'est la veille. Et en fait, tu n'es pas passé à autre chose. Tu as juste dormi, tu te réveilles, hop, dans ton flux, hop, tu as la vidéo d'hier. Wow, donc déjà, c'est magique. C'est magique quand même. Et en plus, tu la regardes puisque tu étais là. Tu revis des émotions qui sont souvent positives. Un événement, c'est super cool un événement. Tu n'as aucune raison de ne pas liker et de ne pas commenter. Et donc, la viralité de nos jours, les algorithmes, plus dans la première heure où c'est diffusé, ça like, ça commente, plus ça part dans des autres boucles de réseau, et plus en fait, le double effet qui se coule de l'événement, s'applique. Parce que pour moi, il ne faut pas oublier, dans un événement d'entreprise, les gens sont prêts à mettre plein d'argent dans la déco, le traiteur, les invitations, les je sais pas quoi. Par contre, souvent, ils vont oublier la vidéo et la photo. Attention, parce que au moins la moitié du ROI d'un événement, c'est l'après. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être assez intelligent, malin, de ne pas oublier l'après. Sinon, un événement qui n'est pas relayé, chroniqué, il n'existe pas. Il a existé pour les 100, 200 invités, 300 invités, mais pas pour le reste de la galaxie qui aurait avantage à entendre parler de l'entreprise, de l'assaut, de je sais pas quoi. Et je vais même plus loin, c'est que moi, dans les événements que maintenant, parce que j'ai aussi une casquette où je peux co-organiser des événements, je peux créer la scénographie, le déroulé, etc., c'est obligé maintenant qu'à la fin d'un événement, il y a quelqu'un, souvent moi, il y a quelqu'un qui va dire au public, vous avez forcément apprécié, vous avez forcément appris quelque chose dans cet événement, demain c'est à vous, vous faites un post LinkedIn, vous nous dites le truc que vous avez retenu. Mais ça fait viralité de l'événement en fait. Et c'est essentiel, sinon ça n'a pas de sens de faire un événement. Ça veut dire que ça laisse la trace, je parle beaucoup moi souvent de laisser une trace, ça veut dire que ça laisse la trace de quelque chose qui pourrait être éphémère finalement, et on laisse la trace de l'événement. Il y a plusieurs effets. Il y a effectivement, si on fait un événement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. On célèbre quelque chose, souvent, ça ne sort pas de nulle part. Donc forcément, même pour nous en tant qu'organisation, ça fait partie de notre histoire. Donc on écrit une page de notre histoire. Donc il faut quand même garder des traces, c'est logique. Et ensuite, souvent, et c'est aussi pour ça que je milite pour des événements avec du fond, où on apprend quelque chose, où c'est pas juste on boit des coupes avec des petits fours, c'est sympa aussi, mais il se passe quelque chose. Quoi. Il y a un intervenant de dingue, il y a des témoignages, il y a une émotion, il y a des surprises. Enfin voilà, pour moi c'est ça un événement. Il faut se mettre d'accord aussi sur ce que c'est un événement. Et donc en fait, les gens qui vont vivre cet événement physiquement, normalement, entre le moment où ils arrivent dans l'événement et le moment où ils sortent de l'événement, ils sont un petit peu différents. On n'a pas la prétention, on ne va pas changer la vie des gens, c'est pas une religion non plus. Il est un petit peu différent. Ils vont avoir chopé une phrase, un déclic, quelque chose de « Ah, ouais, moi je retiens ça. Ah, et moi dans ma vie ça me donne ça. » Égal, voilà. Même inconsciemment, c'est ça qui va se passer. Et donc, c'est logique de faire partager cela à ceux qui n'avaient pas pu être là. Et même pour ceux qui étaient là, en écrivant un post, etc., ils ancrent en eux une modification, une amélioration, une évolution d'eux-mêmes qui sera émotionnellement raccordée à tel événement, telle organisation. Et là, on commence à toucher la notion d'impact. Et s'il n'y a pas d'impact, il ne faut pas qu'il y ait d'événement, c'est qu'il faut faire autre chose. Voilà, sinon ça ne sert à rien. Et encore plus dans un monde de sobriété, frugal, etc. Voilà, dépensons pas des 1000 et des 100 et l'énergie des gens si en fait il n'y a rien au fond. Quoi. Vraiment, moi, je pense ça. Vaut mieux rien faire que faire un truc moyen. Quoi. Dans l'intention, moyen, je dis pas, parce que là aussi, pour moi, le champagne n'est pas du tout obligatoire. On n'est pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il vaut mieux de la grenadine
et quelqu'un, même s'il n'est pas connu, quelqu'un qui va amener la salle à vivre quelque chose, quoi. Un intervenant, ou un procédé, ou un truc qui surprend. Voilà. Est-ce que toi, en tant que spectateur ou justement réalisateur sur un événement, il y a un événement qui a été déterminant pour toi, que tu as vécu, que tu pourrais, comme ça Bon, je pense après, à un événement avec du monde. Hein, oui, mais je vois bien, je vois bien. Au-delà de ceux que tu organises. Oui, après, quand j'organise, je suis forcément inspiré Bah par oui. les choses qui m'ont plu, que j'ai retenues, que j'ai glanées quelque part. Enfin, évidemment, et puis parce que je regarde, je Ouais. fais énormément de veille Ouais, aussi, ouais. je regarde. Moi, je pense que les événements les plus forts que j'ai vécus, c'est les congrès du CJD, D'accord. Centre de jeunes dirigeants, congrès national, t'imagines 1500 personnes, 2000 personnes dans un stade. Maintenant, je le sais, et à l'époque, je ne le savais pas, ça fait plusieurs congrès où ils font venir une sorte de maître de cérémonie. Là, la dernière fois à Rennes, c'était Arnaud de sa mère. À Toulouse, c'était encore quelqu'un d'autre. Et en fait, eux, ils font miroir que apparemment au CJD, mais je sais pourquoi, mais apparemment, ils parlent de qualité d'écoute. Et c'est vrai, c'est vrai. J'ai rarement vu des publics qui sont capables de rester, mais c'est des plénières de 3 à 4 heures, il y a plusieurs intervenants et tout, et tu sens le silence qui est là. Et quand ça se lâche pour rire, ça rit vraiment. Et quand c'est émouvant, ça pleure vraiment. Et en fait, tout ça se passe. Et c'est que par la juxtaposition d'expériences différentes, de personnalités différentes, de points de vue différents, de modalités aussi d'expression différentes, qui fait que là, tu sais que sur le moment, tu vis un truc. Tu sais que le soir, il y a la convivialité aussi qui va faire que ça va exacerber ça. Que le week-end après l'événement, tu es encore sur un nuage et que sur plusieurs semaines, ça reste. Ouais. Voilà, ça c'est un événement. Mais bon, c'est aussi parce que c'est extraordinaire tous les 2 ans. Ouais. Il y a aussi la fréquence des événements qui font la différence. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu étais justement sur la scène du CJD. Alors, au-delà, tu vas nous raconter ce que tu y as fait, mais au-delà de ça, j'avais envie de parler, parce qu'on parle de visibilité, on parle de notoriété, on parle de prise de parole dans ce podcast. Comment toi, t'en es venu et comment tu as réussi à peut-être franchir cette étape, monter sur scène, de pouvoir prendre la parole devant les autres, de pouvoir être à l'aise. On a parlé, j'ai vu les commentaires après ton post en disant « À quand le TEDx Benjamin ?» Comment toi t'en es arrivé à ce moment-là en fait? Qu'est-ce qui a été peut-être ton souhait, ton envie Je pense que par mon histoire, l'oral a été très vite quelque chose d'important pour moi. Je pense aussi que j'ai vécu dans une famille où il n'y avait pas possibilité de dire des avis divergents. Donc pendant longtemps, j'ai dû me cacher et mes pensées étaient mes pensées. Il ne fallait surtout pas trop dire ce que je pensais. Bon. Donc forcément, il y a une sorte d'effet, j'ai stocké et maintenant j'ai des trucs à dire, quoi. Et je suis aussi, c'est lié et pas lié, mais je remercie pour le coup mes parents de ne pas avoir mis de télévision assez tôt dans le foyer. C'est-à-dire que quand j'ai appris à lire, il n'y avait pas de télévision chez moi. Donc en fait, ça donnait en cachette, j'ai lu des tonnes de bouquins en fait. Jusqu'à 23 heures, enfin c'était pas raisonnable, mais c'est ça qui se passait. Je lisais. Et donc j'ai aussi acquis une sorte de musicalité, une sorte de vocabulaire, une sorte de j'aime les idées, quoi, j'aime l'expression, quoi. Après, donc j'ai fait les web radios où c'était plus pour commenter des matchs de jeux vidéo, etc. Donc il y a le côté, il se passe une scène qu'on doit commenter, donc c'est encore autre chose, mais c'est on va dire anodin, il n'y a pas trop de fond. On fait vivre des émotions. Voilà. Et puis voilà, Et en plus, je pense que. Donc il y a 2 aspects après que je veux développer. C'est que je sais que c'est une force chez moi l'oral. Et donc moi je suis plus à l'inverse de la mentalité française où on va te mettre des mauvaises notes là où t'es pas bon. Et donc on va te dire de travailler là où t'es pas bon. Et on va oublier là où t'es bon en fait. Moi en fait j'ai appuyé là où je suis bon. Donc je suis bon à l'oral. Déjà j'avais un bon niveau. Et hop, je me prends une formation avec Olivier Demague de prise de parole en public. Je vais me retrouver dans un groupe où ils sont en dessous de moi, c'est pas un souci. Mais moi, il va m'amener au niveau 2 en fait. C'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas de jugement, on part tous d'un niveau différent. Mais moi, je me suis dit, ok. Et en fait, il se trouve que, et c'est marrant, il ne l'a même pas vu, lui, on en a débriefé après, quand j'ai fait mes 5 ans au centre des congrès, les 5 ans de Vidéoflex, dans la façon dont j'ai construit le show et à certaines postures scéniques que j'ai prises, notamment quand je me suis assis au bord de la scène avec que la lumière sur moi, et c'est un truc que j'avais travaillé dans sa prise de parole en public. Et à l'atelier final, j'avais fait un truc comme ça, quoi. Et j'avais vu que ça marchait. Mais c'était peut-être 4 ans avant, quoi. Et en fait, je lui ai fait un clin d'œil à la fois, et à la fois, c'était juste de faire ça à ce moment-là. Donc, je me nourris de ce que je vois.
En fait, je suis en permanence en train de regarder de manière non jugeante ce qui marche pas, ce que les autres font, quelle virgule marche bien, voilà. Et aussi, donc je n'oublie pas un deuxième point, mais et aussi, je pense que j'ai un aspect très. Bah si, c'est lié, remarque. Comme beaucoup, je pars d'une estime de moi qui était assez basse en fait. Voire même, on est dans le -10 quoi. Et en fait, par plein de séminaires, de formations, de coaching, de MDR, de je sais pas quoi, ça je parle de ça sur 10 ans. Bah, aujourd'hui, je m'aime en fait. Donc s'aimer, ça veut dire dans ce que je sais faire et dans ce que je sais pas faire, ou moins bien faire. Mais c'est pas grave, parce que je sais là où je suis bon, je sais là où je suis moins bon. Pour moi, c'est comme un train qui avance. Tu as une locomotive et tu as les wagons. Donc en fait, si j'appuie sur mes forces, j'appuie sur ma locomotive, plutôt que d'appuyer sur le wagon de queue là et d'essayer que tout ça avance. Ça ne marche pas. Et donc comme je capitalise sur mes forces, et ben en fait, mine de rien, le dernier wagon, il avance aussi. Et donc, comme cette mécanique d'estime de soi fait que, par exemple, et même si ma chère femme peut trouver ça assez narcissique, n'importe quelle prise de parole que j'ai, dès que c'est enregistré, moi je me regarde. Mais je ne me regarde pas une fois. Je me regarde 5, 10 fois. Et en fait, il y a la première, c'est la célébration. Et après, il y a le côté inconsciemment, sans que j'ai besoin de me faire une liste. Bah, je vois, tellement, c'était un peu faible. Là, c'était pas clair. Là, ça quand même, ça, faut garder. Et en fait, bah, je monte dans le truc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, et ça fait peut-être 6 mois que c'est vrai ça. Tu me mets sur une scène, 300 personnes, 800 personnes, CJD c'était 2000 personnes. Je suis comme dans mon salon. Franchement, je suis comme maintenant. Avant de monter sur scène, je suis dans le côté vivement que ça commence. Quoi. J'ai 2-3 trucs un peu, je sais un peu ce que je vais dire, mais c'est pas du tout scripté non plus. Hein. Je m'applique ce que mais je sais ce que je veux raconter en gros. Et puis bam, on est parti. Et en fait, ça devient une communion avec la salle. Quoi. Et là, c'est encore plus facile au CJD, puisque je suis membre du CJD. Donc je sais quand même qui sont ces gens, je sais leurs valeurs, je sais ce qui. Je les sens. Pas totalement, mais je sais. Bon, bah voilà. Et puis en vrai, j'ai reçu des compliments. Parce que je vais pas faire semblant de pas savoir que je suis bon. Ouais, je suis bon. C'est cool. Merci de partager. Ça me renforce dans ce que je fais. Et à la fois, c'est qu'un pitch de 3 minutes. C'est pas un TEDx de 17 minutes avec leur méthode où il faut apprendre à la phrase clé. Je sais pas. Ça, moi, je suis pas prêt à ça. Alors peut-être que je ferai un truc qui ressemble. Parce que je pense que, je dis pas, j'ai du fond, j'ai des trucs à partager. Bah oui. Mais à l'époque, moi, je sais pas apprendre un truc. Non. Ça, jamais je me lance là-dedans pour l'instant. Et je pense pas que j'y arriverai un jour. C'est pour ça que je vais pas faire du théâtre non plus. Je vais plus faire de l'impro. C'est lié. J'ai pas la mémoire pour ça. J'ai l'arborescence de rebondir sur une situation. Mais te dérouler un truc qui est pré-préparé. Non, ça m'impressionne encore. Je sais pas faire. C'est un exercice. Ouais, ça m'attire même pas. Quoi. Enfin, franchement, j'ai pas de. Voilà. Du coup, je rebondis sur cette intervention au CJD. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait et quel était l'objectif de ce projet aussi que tu as présenté En fait, je me suis mis en tête de produire un documentaire qui va expliquer et faire ressentir aux gens qu'est-ce que c'est le centre des jeunes dirigeants, quelles sont les valeurs, comment ça se pratique dans le quotidien. Puisque j'ai remarqué, depuis maintenant 10 ans que je suis membre, que quasiment personne ne sait faire ressentir à son entourage, ses collaborateurs autour d'eux, qu'est-ce que c'est. Donc ça donne quoi? Ça donne que soit on est dedans, on sait à peu près ce que c'est, et encore pas tout le monde. Enfin voilà, ça dépend de l'ancienneté et du vécu. Soit on se dit, bon, c'est un club de plus, et voilà, il y en a déjà des tonnes. Voilà. Ben non, sauf que de tous ceux, parce que je suis assez connecté dans plein d'univers différents, je vois bien que le CJD a une particularité. Déjà, c'est le mouvement patronal le plus français et le plus ancien. Ils sont à plus de 80 ans, avec une méthode qui est vraiment basée sur l'humilité, la vraie bienveillance, et pour faire progresser les gens. Et que donc, pour faire progresser, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas qu'il y ait de carapace, ou le moins possible. Donc, il y a tout un process qui fait ça. Et je pense que je suis incapable moi-même aussi d'expliquer le CJD. Donc, c'est qu'en allant interviewer des gens de tout l'univers confondu, hommes, femmes, des petites boîtes, des grosses boîtes, à Angers, en France, ailleurs, à l'étranger aussi, et en illustrant ça de cas concrets, que j'espère, en 52, 70 minutes, un truc comme ça, arriver à créer un objet qui va être projeté au cinéma, dans les différents endroits en France et à l'étranger, pour donner lieu à des projections qui soient un moyen en fait de à la fois renforcer la fierté d'appartenance et donc l'engagement des jeunes dirigeants dans ce mouvement-là, et aussi attirer des gens, et aussi que ceux qui sont autour comprennent un peu
et on vienne à valoriser et même si on pouvait arriver à communiquer, ne serait-ce que 2, 3, 4 outils concrets qui deviennent des réflexes dans la vie de tout un chacun, pour moi, c'est toujours aligné dans ma mission. Hein. On fait progresser le monde et on va vers plus d'authenticité. Puisque, en fait, si je ne sais pas faire un truc et que tu sais le faire, et l'inverse, on va collaborer ensemble et donc on va créer quelque chose de mieux. Mais cela, ça veut dire que j'ai mis un peu mon ego au bon endroit, que je suis capable d'écouter et de me taire quand tu parles, et que si tu as une meilleure idée que moi, je peux changer immédiatement d'avis, puisqu'en fait, ça ne sert à rien que je m'entête. Même moi, je vois que tu as une meilleure idée. On y va en fait. Et je pense que tout ça est lié, et que c'est un peu, et en le faisant, alors c'est un objet vivant, c'est-à-dire je ne sais même pas l'aspect final, c'est un peu comme une gestation, quoi. Je ne sais pas à quoi il ressemblait mon bébé. Je sais qu'il y a un minimum que je vais atteindre où ça va aller. Est-ce que je vais atteindre le waouh? Je ne suis pas sûr. Je vais faire ce que je peux, quoi. Et donc, même à ce congrès, le soir même après mon pitch, il y a des gens un peu partout en France qui sont venus me voir, qui me disent est-ce que tu parles de ça? Et comment tu traites ce sujet? Et je dis comme j'ai dit, c'est ouvert. Ah ouais, alors pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu me parles de ce sujet-là que je n'ai pas du tout traité? Parce que, regarde, nous, il s'est passé ceci, cela. Ah, ok, d'accord. Alors, ça ne veut pas dire que je vais le prendre, mais en tout cas, je dis ça m'interroge. Et c'est ça qui me plaît, c'est que c'est vivant, c'est quelque chose qui est vivant. De toute façon, dans le monde complexe dans lequel on vit, on ne peut plus décider maintenant de quelque chose en étant sûr que dans un an, il aura telle forme. Ce serait pour le coup, prétentieux. Là où moi, dans ce congrès CJD, il y a eu un intervenant qui m'a marqué, parce que quelquefois, on me renvoie, pourquoi pas, on me renvoie en miroir que je suis prétentieux. Et il y a un intervenant qui dit, il ne faut pas mélanger le fait d'être prétentieux avec le fait d'être audacieux. Moi, je suis audacieux. C'est-à-dire qu'avec panache, je vais par là. Et je ne garantis pas que je vais y arriver. Par contre, je vais tout faire pour. Et donc, comme je suis assez zen avec le truc, évidemment, j'y arrive. Et après, personne ne sait, dans le résultat final, si j'ai atteint moi mon objectif, ou si j'étais un peu en dessous, mais que globalement, tout le monde kiffe, quoi. Bon, ça va. En vrai, c'est pas risqué, ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure pour ton engagement aussi auprès des associations et de la visibilité. On revient toujours sur cette notion-là, de la visibilité qu'on peut offrir aux associations. Je sais que tu as envie d'aller encore plus travailler avec et de leur offrir aussi cette visibilité-là. Sur les 50 Vidéoplex, tu en as parlé, tu as fait aussi toute une démarche auprès des associations pour les faire connaître. Ils sont montés sur scène. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir leur permettre aussi d'avoir plus de visibilité, d'avoir des bénévoles, etc. C'est quoi ton rapport à l'associatif? C'est quoi ton engagement? Pourquoi? En fait, moi, je pense que dans ce qui est valorisé de nos jours dans ce monde, c'est tout ce qui est marchand, tout ce qui a une valeur financière. Et il en faut, parce que c'est une monnaie d'échange. On est passé du troc à créer une monnaie, et donc c'est bien pratique pour les échanges au quotidien. Ok. Sauf que peut-être qu'on est dans un excès, depuis maintenant peut-être 50, 60 ans, peut-être plus, je ne sais pas, je n'étais pas né, que ce qui n'est pas marchand n'a pas de valeur. Sauf qu'il se passe déjà énormément de choses ailleurs, dans le bénévolat, ne serait-ce que le sujet des aidants, des gens qui aident leurs parents, qui sont en incapacité de faire quelque chose, mais ils ne sont pas payés pour ça. Et pourtant, humainement, il faut le faire. Et c'est dur pour ces gens-là, parce qu'ils ont une activité, un boulot, plus les aider, plus... Et en fait, moi, je crois que la vie et l'épanouissement de tout un chacun, c'est forcément quand tu arrives à un moment donné à donner. C'est le don, quoi. Le don de soi, le don de son temps, avec ses capacités, etc. Et je pense aussi, alors il y a deux écoles d'associatifs, et je respecte les deux, même si j'en ai une préférée évidemment. Tu as ceux qui vont servir d'associatifs pour faire des choses qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire dans leur vie, et ils vont découvrir des postes, c'est enrichissant. Et il y a ceux dont je fais partie, où en fait je vais donner aux assos là où je suis déjà bon. Donc en fait moi je suis sûr d'être opportun et bénéfique dans ce que je fais. Parce que oui, si je leur fais des vidéos, c'est mon métier, ça tombe évidemment qu'ils vont avoir des vidéos de qualité, quoi. Et je pense que par diversité, rencontrer des situations différentes dans la vie, l'engagement associatif est bénéfique à chacun. Dans une asso qui me touche. Et ça, moi, il y a des trucs qui ne me touchent pas, et il y en a par contre qui me touchent. Par contre, j'ai évidemment un énorme biais que l'associatif, globalement, ça touche, quoi. Et pour moi, la vraie vie, elle est plus là-dedans, en fait. Dans le vivre ensemble, quoi. Parce qu'évidemment, si tu n'es pas percuté par les injustices du réel, l'asso, t'en as rien à foutre. Sauf si c'est un club de boules et puis parce que tu joues aux boules. Mais c'est pas ça en fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas la RSE parce que quand on leur dit asso, ils pensent club de boules, club de danse, club du sport des enfants. Et c'est des assos, bien sûr.
Mais sauf que moi, je parle des assos qui contribuent Ouais. à changer le monde, à impacter le monde et souvent, hélas, à réparer les errements du monde, quoi, qu'on ne devrait pas avoir. Mais comme ils sont là, on fait quelque chose. Donc moi, dès que j'ai créé Vidéoflex, j'ai notamment rencontré Jean-Paul Béchu qui a créé Esperantia, qui est un fonds de dotation. Et je savais par mes expériences au CJD que je voulais donner une coloration réelle, RSE et impact en fait. Et donc j'ai mixé tout ça et je me suis dit, ok, on va consacrer 5% de notre temps à faire des vidéos pro bono pour les assos en fait. Et donc quand j'ai célébré 5 ans de Vidéoflex, ce chemin-là a été fait. Donc j'ai essayé d'aller plus loin pour qu'il y ait aussi l'effet waouh et de faire en sorte que des gens dans l'assistance qui peut-être me connaissaient ou ne me connaissaient pas, ils puissent peut-être avoir un déclic, un coup de cœur. C'est pour ça que j'ai essayé qu'ils aillent dans le fond de leurs actions, de leurs rêves, etc. Pour qu'à un moment ça fasse écho et que quelqu'un se dise mais carrément, moi je veux contribuer à ça. Vas-y, ils ont un stand après, vas-y. Et je sais que ça a marché. Évidemment, là aussi, il y avait ce que moi je voulais. J'attendais pas. Je ne m'étais pas en posture d'attente. J'attends pas, je fais. Donc, si j'avais été en posture d'attente, peut-être j'aurais été déçu. Là, je sais que pas toutes les assos ont eu des candidats bénévoles, mais que certaines assos ont eu plus ou moins de candidats bénévoles et que ça a donné des gens qui se sont engagés. Ça me suffit. Pour moi, j'ai tracé une sorte de chemin. Et après, libre aux gens de. Enfin, j'ai fait ma part, quoi. J'ai fait ma part du pont, elle est faite. Et puis, peut-être que dans 6 mois, il y en a qui vont se réveiller et se dire ah, en fait, tiens, j'avais entendu. Parce qu'en fait, je travaille sur le temps long, évidemment. C'est jamais à la semaine, mon truc. J'essaye sur plusieurs années, quoi. L'infusion. Ah ouais. Ok. Je voudrais juste revenir justement sur. Je sais que tu poses souvent cette question-là à l'enfant, le petit garçon que tu as été. Est-ce que aujourd'hui, tu aurais un message à délivrer à ce petit garçon-là Tu disais qu'il n'avait pas forcément la place pour s'exprimer, peut-être qu'il n'était pas reconnu à la valeur de ses zones de génie, en tout cas, ce que moi j'appelle les zones de génie. Et on sait que l'oralité, malheureusement, on le voit même au théâtre, on est dans des approches très texte en France par rapport aux approches beaucoup plus corporelles aux États-Unis, par exemple. Donc on sait que, comme tu disais, l'écrit, le bien écrire ses phrases, etc., est primordial ici dans notre scolarité et que ça peut aussi brider certains, en tout cas que certains peuvent se sentir un peu à côté de leur talent. Qu'est-ce que tu voudrais dire, qu'est-ce que tu pourrais partager à ce petit garçon-là aujourd'hui ? Moi, je pense que je lui dirais. Alors, j'ai écrit il n'y a pas longtemps une lettre à ce petit enfant, donc ça m'aide un peu. C'est un peu comme si j'avais réalisé. Je sais, c'est pour ça que je sais que tu vas pas. Mais bon, et cette question-là, c'est pas moi qui l'ai posée, c'est Frédéric Lopez qui la pose en Terre Inconnue, c'est Mathieu Valin qui l'a repris dans Les Mordux au Mordu d'entreprendre. Et moi, je l'adore cette question parce qu'effectivement, elle s'auto-analyse, etc. Bref, donc moi je dirais cultive ta voix intérieure, ton jardin intérieur. Voilà. C'est pas pour rien que l'ambiance dans laquelle tu es actuellement te dit de ne pas avoir de double vie, de ne pas dévier, etc. Justement, si toi, ton cœur il dit d'aller là, s'ils disent à gauche et que tu te dis à droite, tu vas à droite. Alors tu ménages les apparences parce que c'est des gens qui te nourrissent physiquement. Donc tu ne vas pas non plus aller à la rue, quoi. Donc tu es malin, tu gères. Donc cultive ton jardin intérieur, voilà, parce que ça va pousser en fait. Donc tu plantes et ça va pousser. Même si c'est risqué, fais un journal intime. Et je dirais même si tu sais que tu ne pourras pas le relire parce que tu ne sais pas écrire. Donc écris juste parce que tu te vides. Ça c'est maintenant un conseil que je donne souvent. Fais un journal intime. Ouais, il n'y a pas de sens, vas-y fais. Tu vides, tu apprends, tu voilà. Et puis chaque nouvelle activité, chaque opportunité qui se présente, tu fonces. Tu fonces, tu kiffes. Du coup, il n'y a pas longtemps, c'était la fête des pères. Ouais. Est-ce que c'est le message que tu essayes de transmettre aujourd'hui à tes enfants aussi ? En fait, dans le chemin que j'ai avec mes enfants, il n'y a que depuis quelques années où ils existent pour moi, vraiment. Alors que j'ai un fils de 12 ans, j'ai une fille de 8 ans et demi. Je pense que je voyais mon problème, c'est que je me disais, les gars, moi, j'ai pas vécu ma jeunesse. Donc, je suis désolé, mais je vais pas me sacrifier pour votre jeunesse, quoi. Il y avait un truc comme ça. Ce qui n'a pas de sens, mais c'était ma façon de penser, quoi. Bon, et comme ça m'embêtait, j'ai quand même travaillé là-dessus, sur d'autres trucs. Donc voilà, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. J'estime que j'ai une relation avec mes enfants qui me convient depuis peut-être 2 ans, quoi. 1 an et demi, 2 ans. C'est pas beaucoup. Ouais, alors et puis ça a été crescendo, ça s'est pas fait, voilà. Bon.
Et en fait, oui, je ne suis pas encore là-dedans, mais ça vient. Et je pense que globalement, on a le potentiel d'être un foyer où la parole est libre. Je pense que parce que c'est forcément avec ma femme, c'est un couple. Enfin, on a aussi, nous, on vient d'une histoire différente, enfin, ouais, comme toutes les familles, mais bon, pour le coup, on vient d'histoires compliquées tous les deux. Je ne vais pas avoir besoin de réaliser ma vie que j'ai ratée à travers mes enfants. Ce serait un des risques qui est souvent qui arrive. Ouais. Donc je n'ai pas de revanche à prendre sur la vie via mes enfants. Si j'ai une revanche ou des trucs à faire, j'ai les capacités de le faire. Et je pense que tant qu'ils sont heureux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je vais les soutenir. Et je pense que l'amour, c'est ça aussi. Et l'amour, je serai aussi en capacité de dire, écoute, moi, là, dans cette voie que tu es en train de me dire, est-ce que tu as pensé à tel truc? Est-ce que tu sais pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer? Enfin, d'aller faire mon rôle de coach, miroir, machin, de père, oui, ça, je peux le faire. Et in fine, décide. Ouais. Et en fait, on a tous besoin qu'on nous laisse faire nos erreurs aussi. Et je pense que c'est ce que j'applique dans le domaine de l'entreprise. Moi, je dis, on peut faire toutes les erreurs une seule fois. À partir de la deuxième fois, il y a un problème et il faut s'en préoccuper. Et je me l'applique à moi aussi. Si je fais 2 fois la même erreur, même si c'est à 2 ans d'écart, je dis, ah non, il y a un souci, c'est pas possible. Alors qu'une fois la même erreur, même si ça fait mal des fois, parce que des fois tu as des erreurs, tu ne peux pas les rattraper. Enfin, c'est le concept du... Bah écoute, j'ai jamais eu le cas, j'ai fait cette erreur-là, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, quoi. Et par contre, on essaye d'apprendre nos erreurs. Alors sur le moment, on n'est peut-être pas capable parce que ça fait trop mal, on est tout à fait... on est aveuglé par cette erreur, ou la douleur émotionnelle, enfin bref. Et puis par contre, après, des fois c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, et on a un petit déclic, on se dit, ah, ok, j'ai fait cette erreur-là parce que... Bon, il n'y a pas de secret, quand c'est humain, c'est l'ego qui était là. Et voilà. Et, encore, oui, ou différemment, ou il prend d'autres visages, d'autres trucs. Et je commence à avoir, alors pas totalement, mais je commence à avoir des fois des trucs où je me verrais bien dire telle phrase ou faire tel truc. Et là, j'ai une voix qui commence à me dire, c'est l'ego ça. Et donc des fois, je passe outre, et je fais quand même. C'est pas bien, mais c'est ça. Ouais. Et des fois, je dis, ok, bon. Laisse-toi mijoter, prends 24 heures, 48 heures, réponds pas tout de suite à ce mail, voilà, allez, sors, fais un tour, parce que je ne suis pas pour détruire l'ego, je suis pour le mettre à la bonne place, parce qu'il a aussi de bons conseils. Mais des fois, c'est ce qui fait notre nature humaine, des fois il sort de sa place et il y a une blessure qui se ravive là, alors qu'elle devait être guérie ou machin, non, il y a un petit truc là. Bon, c'est pas toujours joli. Mais moi je suis à l'aise, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. Je m'aime, mais je m'aime dans mes faces sombres. Je les aime pas, mais elles sont dans moi. Ouais. Donc j'avance et puis voilà. Mais je vais pas par contre, je vais pas passer ma vie à me flageller de mes zones d'ombre en fait. Non. J'ai des zones de lumière, et je les travaille. Je travaille en parallèle les zones d'ombre que je vois, parce que je vois pas tout. Et puis ça avance. Et puis normalement, dans 10 ans, je serai quelqu'un de différent, peut-être pas mieux, peut-être pas moins bien. Plus évolué, plus je sais pas. Et en tout cas, par contre, j'ai 40 ans cette année, et je suis très content d'avoir 40 ans maintenant. C'est le bon moment. Le monde est en bordel, mais globalement, c'est le bon moment. Pour avoir 40 ans. Parce qu'avec les outils que j'ai et ce que je fais, je suis à ma place, je me sens utile. Et j'élargis mon cercle, et il y a des gens que j'aime, ils m'aiment, on s'aime, et du coup, on s'auto-donne de l'énergie, ou on s'entraide, etc. Et on peut aller plus loin ensemble. Je pense. On arrive à la fin de l'interview, Benjamin. Et du coup, j'avais envie de te laisser un peu le mot de la fin. On est à l'heure de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, où les outils viennent finalement presque, on va dire, tricher un peu avec la vérité, parce que même des fois, on est à la limite de savoir ce qui est vrai et pas vrai. Je sais que toi, tu te places sur une autre intelligence, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence humaine. C'est quoi le message que tu as envie de transmettre à ceux et celles qui nous regardent là ou qui nous écoutent sur justement prendre sa place, trouver sa place? Moi, effectivement, de postulat avec qui je suis et ce que je ressens et de ce que je vois de l'état du monde, puisque en fait, il n'y a pas de secret non plus. Je passe énormément de temps à me documenter, à lire, à comprendre les mécanismes sociaux, etc. Des gens comme Noam Chomsky, c'est des inspirations très fortes. Donc quand Noam Chomsky, qui a 96 ans maintenant, a écrit un bouquin qui s'appelle La fabrique du consentement, et que ce qui se passe dans nos vies depuis 5-6 ans, voire un peu plus,
Avec les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Et la stratégie du choc. Et enfin, bon, bah, dans ce cas-là, on devient un peu plus averti. Et je ne sais pas comment ils font, mais les auteurs de science-fiction, eh bien, c'est un peu triste, mais ce qu'ils ont décrit, c'est ce qu'on vit et ce qu'on va vivre, quoi. Et moi, je ne prends pas du tout à la légère un film comme Matrix, parce que Matrix, ça va arriver en fait. Et pourquoi ça va arriver? C'est que les hommes sont ce qu'ils sont. Et là, je pourrais même dire les hommes, quoi. Pas les hommes avec un H, les hommes. Les femmes ne détruisent jamais le monde, hein, parce que les femmes, elles donnent la vie, donc elles comprennent que tu ne peux pas détruire la vie quand tu l'as donnée. On va voir, c'est psychopathe et c'est très, très, très infinitésimal. Mais les hommes, c'est la quête du pouvoir, c'est la quête de l'absolu, de l'infini, de j'existe, de je vous gouverne, je vous dis quoi penser, j'emploie la force, je vous détruis s'il faut, et il n'y a que moi qui... Enfin, c'est que ça, hélas. Bon, alors je suis un homme, c'est comme ça. Donc j'espère ne pas être là-dedans, mais j'ai des parts de ça aussi. C'est tentant de dominer, de manipuler, voilà. Et en fait, il se trouve que l'homme, pour le coup là, l'humain, par le jeu de la dopamine, on n'est que chimique, donc on est dominé aussi par plein de choses qui nous dépassent encore. L'homme ne sait pas s'arrêter, c'est sûr. Mais même avec tous les garde-fous, il ne s'arrête pas, il y a toujours un qui est plus malin. Et c'est ce qui va se passer avec l'IA en fait. Parce que là, quand on voit un homme comme Elon Musk, que par ailleurs je respecte, j'ai lu sa biographie, le mec est fort. Mais il a aussi des côtés très psychopathiques, quoi. D'hégémonie, c'est du christique plus, quoi. Et donc en fait, il vient de gagner 56 milliards là, avec les actionnaires de Tesla. Il avait fait un deal, s'il est arrivé à tel chiffre, on lui donnait 56 milliards. Il a dû se battre pour qu'on lui donne, mais il les a. C'est énorme avec la puissance qu'il a, intellectuelle, financière et de relations, il peut faire ce qu'il veut. Bon. Sauf que cette personne, elle est aussi actionnaire de OpenAI, etc., et de l'IA. Et qu'on nous annonce que dans 3 ans, on va arriver à l'IA générale. Vous voyez ce que c'est l'IA générale? L'IA générale, c'est une IA qui est capable par elle-même de décider ce qu'elle va faire et d'aller apprendre ce dont elle a besoin pour faire ce qu'elle a décidé qu'elle va faire. Comment on va contrôler ça? C'est mort en fait, on ne va pas contrôler ça. Donc ça veut dire que soit l'humanité globale, parce qu'il y a un peu d'optimiste, soit l'humanité globale comprend par le jeu des crises climatiques, par le jeu des crises gouvernementales, démocratiques, qui ont lieu en ce moment, hein. Soit on se dit qu'il faut qu'on bifurque radicalement dans nos façons de vivre, d'exister et d'être heureux, je vais là-dedans. Et dans ce cas-là, on voit que l'IA peut rester un petit outil, mais surtout pas aller à l'IA générale, c'est un vrai danger. Soit on ne comprend pas ça, ou alors une majorité ne comprend pas ça, et c'est ce qui est en train de se passer, hein. Et en fait, je pense qu'on va dans une sorte de mur. Et l'avantage, c'est que je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on fait du mal à la planète. Ah non, on est une espèce qui va nous autodétruire. Mais la planète sera encore là après. Nous, on ne sera plus là. Et après, la planète, elle vivra sa vie. Tout comme elle a vécu sa vie avant nous, elle la vivra après. Mais bon, moi, j'ai des émotions, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je compte bien les voir grandir, être heureux. Et en fait, bah, ça revient à livrer un combat, en fait, entre eux. Et on n'est même plus en train de parler riche, pauvre ou quoi que ce soit. On est en train de parler de c'est quoi le nouveau récit qu'on invente collectivement qui nous fait triper, nous donne du bonheur et nous ramène aux vraies choses de la vie qui forcément, et c'est là où c'est un peu ironique, forcément sont hors des réseaux sociaux, hors des écrans et beaucoup plus dans la nature, les livres, le partage et la rencontre vraie. Et donc, comme toute personne, j'ai mes propres biais et j'ai mes propres contradictions. Évidemment, ce que je fais aujourd'hui comme métier, la finalité, ça va souvent sur les réseaux sociaux et ça va souvent aussi pour aller chercher à vendre des produits et des services. Donc, il faut bien que je vive en même temps. Par contre, je n'oublie pas que s'il faut choisir entre l'IA, l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine, la priorité, c'est l'intelligence humaine. Ça veut dire émotion, ça veut dire cerveau, ça veut dire corps, ça veut dire humain en fait. Tout l'humain. Et bah, je pense que c'est l'une des batailles qui nous attend et on voit tous, on pense tous que c'est loin. Mais non, c'est dans les prochaines années là. C'est maintenant en fait. C'est mon mot de la fin. Remettre l'humain au centre, au cœur de notre vie. Merci Benjamin pour ce message. Merci à toi. Message très inspirant. C'est la fin de cet épisode. Si vous voulez découvrir plus en détail tout l'univers de Benjamin de Vidéoflex, sur les réseaux sociaux, sur son site internet, n'hésitez pas à découvrir ce travail où l'humain est au cœur justement avant tout, avant la technologie j'ai envie de dire. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Voix de ta visibilité. Merci à tous.